Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Emmanuelle Cibeux de l'Université Paris 8 et j'ai le plaisir donc de présenter cette session qui va porter sur attendez que je réouvre mon programme sur les débats sur l'indemnisation. Donc, ça va être la première partie. Alors, je remercie Frédéric Régent de m'avoir associé à la préparation de ce colloque. Alors, je précise tout de suite que je ne suis spécialiste ni de Haïti, ni de la période, puisque je suis plutôt spécialiste du XXe siècle, et que je connais des abolitionnistes parce que je travaille sur l'histoire de la colonisation en Afrique, mais plutôt au début du XXe siècle. Et mon seul lien avec Haïti, c'est le personnage extraordinaire qu'était Benito Sylvain. Alors, je passe tout de suite la parole à Bernard Guénaud, qui va nous présenter la question de l'indemnité dans la recomposition du mouvement abolitionniste sous la Restauration. Alors, Bernard Guénaud est un grand spécialiste des guerres coloniales et en particulier d'Haïti. J'ai eu le plaisir de le rencontrer déjà aux côtés de mon regretté collègue Marcel Dorigny, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas de l'évoquer. Non. Et je dois dire que je fais partie de ces enseignants qui lui doivent beaucoup parce que j'enseigne régulièrement sur l'histoire de l'Empire colonial français, que ce que je sais sur l'Empire colonial de Richelieu à Napoléon, je le lui dois, et qu'on remercie régulièrement, silencieusement, les collègues qui font des si beaux manuels. Mais pour une fois, j'ai l'occasion de le remercier en direct, donc je l'apprends. Et je lui donne tout de suite la parole pour 25 minutes. Oui, merci Madame la Présidente. 25 minutes, voilà. Alors, la renaissance du mouvement abolitionniste pendant la Restauration s'organise d'abord autour du groupe de Copé, Sismondi, les figures de proue, Sismondi, Germaine de Staël, Athanas Coquerel, qui va ensuite se retrouver dans la Société de la morale chrétienne, qui a en son sein un comité contre la traite et l'esclavage. L'action de ce comité est au cœur de l'essai de Lawrence Jennings, La France et l'abolition de l'esclavage, mais toutefois, Jennings a uniquement centré son propos sur ce comité, donc ce qui est un peu gênant parce qu'il n'épuise pas tout le spectre du mouvement abolitionniste à l'époque, comme je vais le montrer. Les personnalités les plus en vue de ce comité prennent bien soin de dissocier la cause abolitionniste de celle des liens avec le régime du président Boyer en Haïti. Il y a tout d'abord un rapport très ambigu à la mémoire des sociétés des Amis des Noirs de la Révolution, les deux sociétés, pour lesquelles le profond engagement dans la Révolution de Saint-Domingue était indissociable de la liberté générale. Or, pour les libéraux de la Restauration, le lien à la République de Haïti est strictement de même nature que le lien à la Révolution française. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'intitulé de ce colloque est particulièrement pertinent, je tiens à le dire. Ce rapport à la Révolution de Saint-Domingue et à la Révolution française est empreint d'une grande prudence dans les références, associées à une position ferme dans la défense des acquis principaux, dont l'abolition de l'esclavage. Parallèlement, l'évolution de la situation en Haïti pouvait aussi bien inciter à la prudence. Si la période qui a immédiatement suivi l'indépendance, dominée par Dessalines, 1802-1806, ne se posait guère en modèle, la période suivante laissait perplexes nos libéraux. Le royaume du Nord, du roi Christophe, ne pouvait certes pas être qualifié de monarchie constitutionnelle, et ce, malgré les efforts de Thomas Clarkson, le chef de file du mouvement abolitionniste anglais, qui se voulait à la fois le mentor du roi Henri Ier et le tuteur de l'abolitionnisme français renaissant, qui était très anglophile. Le rival de Christophe, Alexandre Pession, était dans le sud et dans l'ouest à la tête d'une république, le seul régime d'ailleurs qui puisse être qualifié de première république noire, mais qui, justement, en raison de sa nature républicaine et de sa posture d'héritier des valeurs révolutionnaires françaises, ne pouvait que plonger les libéraux dans l'embarras. En 1820, après le suicide de Christophe, Jean-Pierre Boyer, disciple et héritier de Pession, qui était mort en 1818, va unifier l'ensemble de l'île Hispaniola sous un régime républicain.
Or, c'est avec ce régime que la monarchie des Bourbons tente une ouverture pour une reconquête de souveraineté, tout d'abord, puis cette volonté de reconquête se heurtant à un refus net des autorités républicaines haïtiennes autour de cette transaction qui nous tient lieu d'objet aujourd'hui, reconnaissance pleine et entière de la souveraineté haïtienne contre indemnité coloniale. Alors j'ai construit mes propos autour de l'image conjointe de la République de Haïti et de l'imposition de l'indemnité en reprenant quelques témoignages d'époque pour mesurer l'opposition à cette transaction. Au sein de la Société de la morale chrétienne, l'abolitionnisme officiel donc, il n'est guère question ni de Haïti, pour les raisons que j'ai indiquées, ni à plus forte raison de l'indemnité. J'ai dépouillé les bulletins de la Société entre 1821 et 1825 et je trouve très très peu de références à Haïti ou à l'indemnité, sauf un article dans la revue encyclopédique dirigée par Marc-Antoine Julien, cette revue étant le reflet de l'opinion libérale, et on trouve un article du secrétaire de la Société de la morale chrétienne, Athanas Coquerel, qui est par ailleurs le neveu d'Hélène Maria Williams, qui était une grande figure emblématique de la seconde Société des Amis des Noirs sous le Directoire. Athanas Coquerel, le secrétaire, a défendu le principe de l'indemnité dans un article de novembre 1823. Mieux, il considère que la prospérité dont jouirait le jeune État grâce à son gouvernement libéral est la meilleure garantie que Haïti est à même d'honorer la dette. La revue encyclopédique propose à ses lecteurs, en septembre 1825, un tableau très positif de la situation en Haïti, au prisme de l'ouvrage d'un abolitionniste britannique, Joseph Duclos. Mais la conclusion que l'article en tire, c'est que, je cite, « La nation haïtienne a acquis la possibilité d'acquitter l'indemnité stipulée en dernier lieu au profit des anciens colons. » Donc la prospérité suffira à justifier le fait que Haïti puisse payer la dette. Alors, si je prends l'abbé Grégoire, autre figure emblématique du mouvement abolitionniste, toujours actif sous la Restauration, j'ai épluché la correspondance de l'abbé Grégoire qui se trouve à l'Arsenal avec des gens de la République d'Haïti, dont le président Jean-Pierre Boyer. Et dans une de ces lettres, on trouve une allusion à l'indemnité, une lettre de juin 1825 à Fressino, qui est un avocat stagiaire, un jeune avocat stagiaire qui est en train de s'embarquer pour rejoindre Port-au-Prince. Alors voilà ce que dit Grégoire. Donc je passe une partie de la lettre. Ce qui va nous intéresser, c'est là. Maintenant, je cite, « Les tentatives faites sous divers gouvernements pour capter les Haïtiens et, s'il faut le dire, pour les tromper, leur ont inspiré une défiance très légitime. Cependant, voyez, monsieur, avec quelle franchise l'an dernier, ils avaient préludé à une réconciliation complète. Vous regrettez avec raison qu'on n'ait pas saisi l'occasion offerte par eux-mêmes, car à mesure qu'on retarde, le mur de séparation s'élève, la question s'assombrit, et les Haïtiens à qui on parle d'indemnité commencent à rétorquer ainsi à la question. » Il cite donc ce qui est supposé être l'opinion haïtienne. « Nos pères, nos mères, et même plusieurs d'entre nous, arrachés de la terre natale par la tyrannie, traînés en esclavage, travaillant sous le fouet d'un géreur impitoyable pour le profit d'autrui, ont arrosé de leurs larmes, de leur sueur, de leur sang, la terre que nous habitons. Ces indemnités sont dues, mais à qui ?» Donc il termine là, « Je ne vois pas trop ce qu'on peut leur répliquer. Et dès lors, une transaction pécuniaire de leur part est-elle un acte d'iniquité ou de simple politique ?» Donc voilà l'opinion de Grégoire qui est hostile. Mais comme le faisait remarquer Benoît, c'est dans une correspondance privée. Il n'a pas donc fait part de son opinion, enfin je n'ai pas trouvé, en public. En 1821, donc, là, on va trouver une prise de position contre l'indemnité beaucoup plus nette. Dans l'ouvrage d'un avocat, Civique de Gatine, un texte qui lit sans ambiguïté la défense de l'indépendance de Haïti et la cause abolitionniste. Ce texte est un condensé d'un texte antérieur de 2 ans qui était construit autour du même argumentaire. Le nom de l'auteur, Civique de Gatine, est un pseudonyme. Son nom véritable apparaît dans le texte comme s'il s'agissait d'un auteur différent, enfin il y a un jeu d'écriture, et en fait son vrai nom c'est Louis Eustache Toulotte,
Les rares notices qu'on a sur Civique de Gastine ou Toulotte sont dissociées. Par exemple, dans Wikipédia, on évoque Toulotte avec son passé révolutionnaire, parce qu'il a été un militant démocrate très actif à l'époque du Directoire, voire impliqué dans la conjuration babouviste. Mais après, on considère qu'il disparaît et que Civique de Gastine donc, fait l'objet d'une autre rubrique que Benoît avait repris d'ailleurs, et qui disait que c'était un jeune avocat radical, etc., comme si elle n'avait pas le passé révolutionnaire. Donc il faut voir que les deux personnages sont liés, et c'est intéressant parce que, entre-temps, vraisemblablement, Toulotte, à la période napoléonienne, a passé une partie de son exil en Haïti. Et il connaît très très bien à la fois les dirigeants de la République et l'histoire d'Haïti, qu'il va donc écrire, Histoire d'Haïti, et qui va donner lieu à donc un autre texte, Lettre au roi sur l'indépendance de la République d'Haïti et l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. C'est sur ces bases qu'il va demander au gouvernement de Louis XVIII la conclusion d'un traité de libre-échange entre l'État français et la République de Haïti, qui vaudrait reconnaissance diplomatique, donc la reconnaissance diplomatique serait fondée sur le libre-échange, et éviterait la douloureuse question de l'indemnité. Alors, avec le texte de Toulotte, on est vraiment dans Toulotte Civique de Gastine, donc on est vraiment dans le propos de ce colloque aussi. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je lis, c'est un peu long, mais voilà, vous allez voir. Depuis quelque temps, le bruit s'est répandu que la République de Haïti venait de faire aux ministres des ouvertures importantes, dont le but serait de leur offrir une somme de 150 millions. Donc on est en 1817, et il prévoit déjà le montant de la somme. Tant pour indemniser les anciens colons de la perte de leur propriété que pour obtenir la reconnaissance de l'indépendance de la République. Les auteurs de ces bruits calomnieux pour le gouvernement d'Haïti cachent une arrière-pensée et des espérances bien criminelles, bien atroces. Non seulement ils rêvent de la contre-révolution à Haïti, mais en France. En effet, s'ils pouvaient persuader que les Haïtiens sont assez lâches, assez dépourvus de sagesse pour payer avec de l'or, ce qu'ils ont si justement acquis au prix de leur sang, nos hommes monarchiques ne manqueraient pas de nous jeter au nez que l'émigration de Saint-Domingue, étant de la même nature que l'émigration de France, si les nouveaux possesseurs des propriétés confisquées par les Noirs à Haïti ont cru devoir les acquérir une seconde fois, il doit en être de même de tout ce qui appartenait avant la Révolution aux nobles et aux prêtres. Si Haïti devenait criminelle envers la Révolution française et envers elle-même, au point de compromettre aussi gravement sa dignité et sa gloire, l'opprobre et l'infamie deviendraient son partage. Les guerriers morts en combattant pour son indépendance gémiraient dans leurs tombeaux. Et cette terre de liberté tremblerait sous le poids d'une nation maudite, devenue tout à coup indigne des vœux et de la sollicitude des amis de l'humanité. Mais la République d'Haïti, née de la Révolution française, sait qu'elle ne peut se soutenir que par les principes de cette même révolution et qu'il n'y a pas de milieu entre l'indépendance absolue et l'esclavage. C'est moins par la force des armes que les nations maintiennent leur existence politique que par celle de leurs principes. Les Haïtiens savent aussi que ceux qui ont excité la cruelle guerre de 1803 contre Saint-Domingue n'ont cessé les hostilités que faute de moyens pour les continuer, et que les 150 millions dont il s'agit ici pourraient très bien être employés un jour contre eux, à l'insu de votre Majesté. Mais les amis de l'indépendance des nations se rassurent en se rappelant que le peuple haïtien a choisi pour succéder à Pétion le Grand un héros qui fut et sera toujours prêt à se sacrifier pour la cause de la liberté et de l'indépendance nationale. Il parle de Boyer, là. Personne n'ignore non plus que le Sénat et la Chambre des représentants sont animés du meilleur esprit. Cela n'a rien de surprenant pour ceux qui ont su apprécier le rare mérite et la force de raison de M. Georges, etc., etc. Donc, il fait allusion, après, à des personnalités haïtiennes. Donc, vous voyez le texte de... Je prends un petit coup, là. Le texte de Toulotte est absolument sans ambiguïté. Un parallèle est dressé entre ceux qui veulent rétablir l'esclavage, qu'il appelle la faction coloniale, et ceux qui veulent rétablir les dîmes, les droits féodaux, etc. Toulotte réclame la reconnaissance de la souveraineté pleine et entière d'Haïti avec un éloge appuyé au régime républicain de Boyer.
Mais le propos dépasse le seul cas d'Haïti pour développer une position anticoloniale, conforme, dit-il, aux lois de la nature. Le gouvernement français est invité à développer ses propres territoires plutôt que de songer à en reconquérir d'autres qui ont été perdus. Je cite un autre passage de Toulotte. « Ce n'est donc pas sur l'île d'Haïti que l'État doit fixer ses civilisations globales. » Je cite pour terminer, donc Toulotte, « Puissions-nous voir toutes ces îles et leurs anciennes métropoles dans une communauté d'échanges et de services mutuels sous les auspices du commerce et vivre tous sous la loi d'union et d'oubli qui régnera en France quand il n'y aura plus ni proscrits, ni soldats étrangers, ni mesures arbitraires, ni aucune trace de féodalité. » Je voudrais maintenant évoquer un dernier texte qui date, lui, de juin 1825, c'est-à-dire qui est au plus près de l'ordonnance donc, du 17 avril. C'est l'histoire d'Haïti, île de Saint-Domingue, depuis sa découverte jusqu'en 1824, époque des dernières négociations entre la France et le gouvernement haïtien. L'auteur, Charles Malo, est bien différent de Toulotte. Ce n'est pas un agitateur, c'est un auteur polygraphe qui a touché les domaines les plus variés. J'ai repéré dans le catalogue de la BNF 131 ouvrages signés de Toulotte, signés de Charles Malo, ce qui est pas mal. Il s'est illustré aussi bien dans la littérature féminine. Il est fort apprécié, par exemple, du journal des dames et des modes. Il a écrit des traités poétiques sur les roses et les tulipes. Il a écrit des récits de voyage, un répertoire de chansons populaires, des pièces de théâtre et de vers dans le goût romantique de l'époque. On le voit souvent apparaître, notamment dans les mémoires d'Alexandre Dumas, etc., etc. Mais au milieu de toute cette production, il y a cette histoire d'Haïti. Il s'agit d'un auteur qui manifestement vide sa plume, préoccupé selon les critères de l'époque de satisfaire les goûts d'une clientèle certes cultivée, mais dont la sensibilité s'accorde à l'opinion moyenne. Son ouvrage sur l'histoire d'Haïti est empreint d'objectivité empathique pour le peuple haïtien. Sans aller jusqu'à un alignement derrière le gouvernement de ce pays, il y a manifestement un souci de compréhension et une sympathie pour un peuple méprisé. Il dresse un portrait extrêmement positif de Toussaint Louverture au chapitre 7, assorti d'un bilan flatteur, dit-il, du point de vue des mœurs et de la civilisation, de l'état de ce qui est alors ce qui a été alors en 1798 un département de la République française. Je cite, « Les gens du peuple avaient en général les mêmes inclinations et les mêmes goûts que l'on remarque dans les nègres de toutes les conditions. Ils aiment les enfants, ils respectent les vieillards et ils chérissent leurs proches. Ces sentiments semblaient même s'être fortifiés chez eux depuis qu'ils possédaient la liberté. Ils se livraient sans contrainte à leurs amusements favoris. Mais le bon ordre ne cessait presque jamais de régner et la justice était rarement obligée d'interposer son autorité et d'infliger des châtiments. » Le propos de l'auteur est avant tout d'adresser aux autorités françaises une mise en garde tout à fait solennelle contre les projets et les tentations de reprogrammer une expédition pour entreprendre la reconquête de l'ancienne colonie, comme le souhaitent alors tous les publicistes nostalgiques qui inondent de leurs textes les bureaux du ministère de la Marine et des colonies. Donc je cite Malo, « Je vais chercher à vous donner une idée de la situation où nous nous trouvons depuis les grands changements opérés sur le continent. Je suis vraiment épouvanté quand je songe aux scènes affreuses et aux massacres qui auront lieu dans cette île. Ces Français, par malheur, venaient à l'attaquer. Le peuple ne voudra jamais consentir à écouter aucune proposition contraire à ses principes d'indépendance. Je suis intimement lié depuis plusieurs années avec le président Pession et je puis vous assurer que je n'ai jamais connu d'homme plus vertueux ni plus aimable. Il est l'idole du peuple qui lui donne toute sa confiance. Cependant, il serait sur le champ destitué si on le croyait capable de rendre la colonie à la France. On nous menace d'une attaque pour le mois de décembre. Le gouvernement a déclaré officiellement qu'à la première apparition de l'ennemi, on mettrait le feu aux villes et qu'on détruirait tout. J'avoue que ce raisonnement est parfaitement solide. Les deux partis, ceux de Pession et de Christophe, peuvent, si les Français font une descente,
mettre sur pied plus de 60 000 combattants. Les soldats sont endurcis à la fatigue et accoutumés à braver les dangers. Les forteresses, qui sont dans les montagnes, reçoivent tous les jours de nouveaux approvisionnements de vivres et de munitions. Tel est l'état actuel d'Haïti et tels sont les préparatifs qu'on fait pour la destruction de l'humanité. J'en frémis. Le sort décidera dans quelques mois si la plus belle partie des Indes occidentales doit être un horrible désert ou un État florissant. Charles Malo, donc, dans ce texte, s'adresse, en ayant le souci réel d'être largement entendu, à une opinion libérale qui a largement dépassé les tableaux apocalyptiques et les appels à la revanche que l'on trouvait dans les brochures coloniales de l'époque napoléonienne. Les productions variées de Charles Malo sont le reflet d'un milieu littéraire sensibilisé aux effusions sentimentales et romantiques que l'on trouve par ailleurs dans d'autres formes littéraires et artistiques, comme chez le peintre Géricault, qui revint à plusieurs reprises sur la condition des Noirs et des esclaves, ou bien dans la pièce Ourika de Claire de Duras, la fille du député girondin Kersan, qui date de 1823, et bien entendu aussi dans le roman Buc-Jargal de Victor Hugo, qui date de 1826. Certes, on n'est pas véritablement dans le propos du colloque, puisque Charles Malo ne donne pas d'avis sur l'indemnité. Par contre, il légitime la souveraineté de l'État haïtien, qui en était la contrepartie. Auteur à succès, il n'est pas un abolitionniste militant, mais il participe à la diffusion d'une image positive de l'État haïtien. Alors, je vais conclure, Frédéric, dans les temps. Complètement. Comme quoi, c'est une mauvaise langue. Donc, en conclusion, à l'époque de la Restauration, et à l'inverse de la période napoléonienne, où la censure la plus stricte régnait, des liens de nature diverse, personnels, commerciaux, culturels, sont en place entre Haïti et son ancienne métropole. Contrairement à ce qu'on peut encore lire ça et là, l'histoire de la révolution de Haïti n'est pas du tout occultée à cette époque, et elle ne se réduit pas à des clichés racistes. Tout un courant d'opinion, majoritairement situé dans une frange du libéralisme politique, admet la reconnaissance de la souveraineté du jeune État caraïbe. Mais la question de l'indemnité reste, au regard de cet acquis qu'est la reconnaissance de l'indépendance, un point aveugle. Majoritairement et paradoxalement, les critiques de l'indemnité qui vont être faites viennent de l'autre bord du lobby colonial qui refuse de tourner la page et rêve toujours et encore de reconquête et de vengeance. Merci. Bon, alors merci beaucoup à Bernard Guénaud qui a parfaitement tenu le temps, qui a même laissé des minutes, tu vois Frédéric. Donc, merci beaucoup. Alors, ça y est, c'est en place. Ok. Bon, alors, donc, nous accueillons comme deuxième intervenant Patrick Travins, qui est doctorant à l'université du Wisconsin et qui travaille sur ce qu'il appelle les Jacobins impériaux et sur ce qui se forme comme opinion en fait dans les ports de la côte atlantique française, en essayant de voir ce qui se forme au niveau des groupes qui ne font pas partie complètement de l'élite, qui sont un peu aux marges de l'élite, et qui va donc c'est une thèse qui va être très bientôt soutenue, et qui va nous présenter donc l'héritage impérial de l'an 2, Pierre Catinaud et la défense de la République abolitionniste sous la Restauration. Je vous passe la parole aussi pour 25 minutes. Merci beaucoup. Merci aussi aux organisateurs de ce colloque. Et donc, pour commencer, le 27 décembre 1814, pendant la première Restauration, Pierre Catinaud-Laroche, sous-préfet de Saint-Quentin, propose à Alexandre d'Hauterive, conseiller d'État, un projet pour rétablir paisiblement la domination française sur Haïti, qu'il continue à appeler Saint-Domingue. Pour recoloniser Haïti, explique Catinaud-Laroche, deux conditions sont nécessaires. L'esclavage doit rester à jamais aboli. D'autre part, les chefs haïtiens au pouvoir devront être maintenus dans l'administration coloniale d'une Saint-Domingue restaurée. Pour faire aboutir ce projet, Catinaud-Laroche suggère qu'il fasse partie des négociations franco-haïtiennes lui-même, décrivant ses qualifications ainsi, se présentant à la troisième personne. Il a la confiance des hommes de couleur, dont il a défendu les droits proclamés par la France,
Et méconnu par une partie coloniale, il est fait du climat des Antilles. Avec cette affirmation, Catherine Laroche cherchait à introduire dans la politique de la monarchie restaurée envers Haïti les positions politiques qu'il avait prises pendant les révolutions françaises et haïtiennes contre le préjugé de couleur et l'esclavage. 20 ans après les abolitions de l'esclavage à Saint-Domingue et en France, Catherine Laroche reste donc fortement influencée par son implication directe dans ces événements. En 1792 et 13, il est en effet imprimeur abolitionniste auprès des commissaires civils Sontenax et Polverel, les administrateurs coloniaux qui déclarent les premières abolitions de l'esclavage dans l'Empire colonial français. En 1794, après être arrivé en France, il continue à défendre l'abolition de l'esclavage auprès du Comité de salut public pendant les derniers mois de l'an 2. Ces expériences révolutionnaires marquent encore sa carrière comme fonctionnaire pendant la Restauration. Dans les années 1810, Catherine Laroche préconise une pensée colonialiste qui repose sur 3 piliers directement issus de l'époque révolutionnaire. Premièrement, il s'oppose fortement aux préjugés de couleur. Deuxièmement, il soutient l'abolition immédiate comme une nécessité économique, politique et militaire. Troisièmement, il dénonce sans cesse, comme aristocrate de la peau, les colons blancs qui cherchent toujours à défendre le préjugé de couleur et l'esclavage. En 1814, Catherine Laroche cherche à ressusciter la colonie de Saint-Domingue telle qu'elle était à l'époque de la liberté générale. Une colonie post-esclavagiste sous la gouvernance des chefs locaux sur le modèle de Toussaint Louverture. Toutefois, en août 1819, il devient une voix précoce pour reconnaître l'indépendance d'Haïti en soutenant l'imposition des traités commerciaux exclusifs et, je cite, une forte indemnité. La manière dont Catherine Laroche se penche sur son expérience révolutionnaire pour articuler sa pensée colonialiste sous la Restauration constitue un cas d'étude original pour examiner sous un nouvel angle l'importance des héritages imbriqués des révolutions françaises et haïtiennes pour l'acceptation française de l'indépendance d'Haïti. En continuant à s'opposer aux colons blancs dans les années 1810, Catherine Laroche s'imagine en effet continuer la lutte contre l'aristocratie de la peau qu'il avait commencé à Saint-Domingue 20 ans plus tôt. À côté de ses convictions idéologiques, Catherine Laroche présente aussi un caractère pragmatique de son approche et de ses arguments en faveur de l'abolition immédiate, présentés comme une manière de stabiliser l'empire colonial français et de préserver l'économie de plantation en pleine révolution. Ce caractère pragmatique se retrouve ensuite dans sa conception de l'indépendance haïtienne, qu'il envisage dans le rapport que l'on pourrait qualifier de néocoloniaux entre Haïti et la France. Pour retracer sa pensée colonialiste entre les révolutions et la Restauration, je procéderai en 2 temps, suivant la chronologie. Je me concentrerai d'abord sur la manière dont Catherine Laroche devient abolitionniste et ennemi inébranlable des colons blancs entre 1792 et 1794. Je reviendrai ensuite sur sa trajectoire entre 1814 et 1819, période où il passe de l'adhérent de la Restauration de Saint-Domingue comme colonie post-esclavagiste à l'acceptation de l'indépendance. Les convictions politiques de Catherine Laroche, ou simplement Catino, comme il s'appelle aux années 1790, tirent les origines de son parcours révolutionnaire transatlantique, marqué par son opposition aux colons blancs de Saint-Domingue. Originaire de Saint-Brieuc en Bretagne, Catino déménage à Saint-Domingue à la fin de l'année 1791, quand il n'avait que 20 ou 21 ans. Au cours des affrontements répétés contre les colons blancs à Port-au-Prince, au Cap-Français et à Brest, Catino se radicalise. Au début, simple défenseur des droits égaux pour les gens de couleur libres, il devient bientôt l'un des premiers Blancs à soutenir l'abolition immédiate de l'esclavage à l'été 1793, alors qu'il travaillait comme imprimeur semi-officiel des commissaires civils Sontenax et Polverel. Dès qu'il s'installe à Port-au-Prince en 1792, Catino se rallie à la cause des gens de couleur libre contre les colons blancs, qui dominent la politique locale de la ville. Il épouse une femme de couleur libre, un acte qui, selon lui a valu l'interdiction d'adhérer au club des Jacobins de la ville.
À cette époque, il fonde et imprime le journal L'Ami de l'égalité, où il prend la défense des commissaires civils et de leurs efforts pour étendre les droits politiques égaux aux gens de couleur libres. Catino rappelle de son isolement politique à Port-au-Prince, je cite, « Je savais bien que je n'aurais parmi les Blancs que peu de partisans, surtout dans un pays qui, de tout temps, s'était fait une gloire de persécuter les nouveaux citoyens. » En réponse à son activité journalistique et à son mariage, les militants jacobins de Port-au-Prince dirigent alors une campagne de dénonciation contre lui qui culmine avec son arrestation en janvier 1793 et une brève détention. Après que les forces des commissaires civils investissent la ville en avril 1793, Catino déménage au Cap français, où il poursuit l'impression de l'Ami de l'égalité. Au printemps et à l'été 1793, la ligne éditoriale de l'Ami de l'égalité se radicalise rapidement. Pour l'édition du 2 mai 1793, le journal se contente encore de lier la cause des gens de couleur libre au respect de la Révolution française et de l'autorité métropolitaine à Saint-Domingue. Toutefois, le 17 juillet 1793, après la première déclaration de l'esclavage par Sonthonax au Cap français le 21 juin, c'est désormais l'abolition immédiate elle-même que Catino lie au salut et à la prospérité future de la République française. Je cite, « La liberté générale, ce mot effrayant pour les colons propriétaires, est cependant le seul retranchement qui leur reste pour sauver leur existence et les débris de leur ancienne richesse. » En soulignant que l'abolition peut prévenir l'anarchie, Catino montre déjà qu'il pense que l'abolition peut constituer la base d'un nouvel ordre colonial stable dans un contexte où l'esclavage n'est plus viable. Son soutien pour l'abolition immédiate coïncide avec l'intensité de ses dénonciations des colons blancs comme menace principale aux entrées de la République française à Saint-Domingue. En s'adressant directement aux gens de couleur et esclaves insurgés, Catino affirme ceci. « La colonie est infectée de cette espèce de blancs perfides. Il y en a partout. Plusieurs ont accaparé les principales fonctions publiques, civiles et militaires, c'est-à-dire les places où l'on peut faire le plus de mal. Voilà les hommes qui constituent le ver rongeur qui vous mine. Sachez donc l'écraser. » Pour Catino, ce sont les Blancs hostiles à la commission civile qui doivent être regardés comme les protagonistes de la contre-révolution à Saint-Domingue. La contre-révolution des colons blancs renforce l'importance urgente de l'abolition pour des raisons politiques, économiques et militaires. Parti de Saint-Domingue en automne 1793, pour des raisons qui restent encore inconnues, Catino passe des mois aux États-Unis avant de voyager à Brest, à bord d'un convoi d'un navire marchand qui s'était enfui de l'incendie du Cap français et mouillé à Baltimore. Un convoi, d'ailleurs, qui transporte aussi des centaines de ces mêmes colons blancs à qui il s'était opposé à Saint-Domingue. Après son arrivée à Brest sur le convoi, Catino continue la lutte qu'il a commencée à l'outre-mer en dénonçant ces mêmes réfugiés, mais cette fois comme agent de prieur de la Marne, représentant en mission à Brest et membre du comité de salut public. Pendant les derniers mois de l'an 2, Catino est nommé au sein d'une commission coloniale chargée d'interroger les colons réfugiés à Brest et de préparer des rapports sur les troubles de Saint-Domingue pour le comité de salut public. Catino s'impose comme tête pensante de la commission. À travers les rapports de cette commission, Catino continue à défendre la politique abolitionniste qu'il a développée au cas en agissant avec énergie contre ces Blancs réfugiés. Dans le rapport général, nous pouvons observer l'influence que porte Catino sur la manière dont la Commission interprète la contre-révolution à Saint-Domingue. Dans son mémoire personnel, Catino affirme ainsi « Je proteste n'y avoir pas connu 30 habitants blancs qui amassent la liberté, l'égalité, la République. » De manière similaire, le rapport général de la Commission dénonce l'aristocratie de la peau comme la fondation de l'hostilité de tous les colons blancs, soit grands planteurs, soit petits blancs, contre les gens de couleur. À l'inverse, la Commission reconnaît les anciens esclaves comme les sauveurs de la République à Saint-Domingue, en les qualifiant comme, je cite, « les hommes qui défendent la République en combattant pour payer la liberté que le peuple français leur a rendue ». Notamment, en louant ces nouveaux citoyens,
La Commission souligne leur obligation de dédommager la France pour les avoir émancipés. Cette notion permet à Catino de réconcilier ses convictions abolitionnistes avec les intérêts économiques de la République. Elle évoque aussi les régimes du travail forcé développés par Sonthonax et Paul Verel à Saint-Domingue et par Victor Hugues en Guadeloupe, dont le dernier se sert d'une expression similaire en disant à plusieurs reprises que les nouveaux citoyens doivent payer le prix de la liberté. Ainsi, la Commission donne à Catino l'opportunité de promouvoir en pleine métropole les conclusions politiques qu'il a tirées de ses expériences à Saint-Domingue. On a moins d'informations sur l'activité de Catino dans les années suivantes sur le directoire. À cette époque, il commence à signer son nom comme Catino Laroche et se réinvente comme fonctionnaire au sein des régimes successifs. Cette expérience à Saint-Domingue, puis à Brest, a joué un rôle déterminant pour lui. Elle marque fortement ses analyses des rapports franco-haïtiens 20 ans plus tard, dans les années 1810, et nourrit son opposition continue au lobby colonial pendant la Restauration. En 1814, il adresse un premier projet à Alexandre d'Hauterive. Dans celui-ci, Catino Laroche souligne qu'une colonie post-esclavagiste prospère et politiquement stable pourrait être reconstituée sur le modèle du régime de travail forcé établi d'abord par Sonthonax à Saint-Domingue en 1793. Je cite. Un règlement de culture qui, comme celui qui fut publié au cas le 29 août 1793, accorderait aux cultivateurs une part dans le produit des moissons, aurait pour effet d'intéresser les Noirs à observer de meilleures récoltes et à les conserver, tandis que, sous le régime de l'esclavage, ils étaient intéressés à les détruire. Il étend ses analyses d'une Saint-Domingue post-esclavagiste aux figures dirigeant alors Haïti, le roi Henri-Christophe du Royaume du Nord et Alexandre Pétion, président de la République au Sud. Sur Christophe et Pétion, Catino Laroche affirme que, je cite, « Les hommes de couleur et les Noirs reconnaissent l'importance de la culture et de l'ordre, que Toussaint faisait cultiver la colonie, que Christophe et Pétion la font cultiver aussi, autant que les circonstances le permettent. Il propose donc que, je cite, « les généraux Christophe et Pétion fussent maintenus dans le commandement des provinces du Nord et de l'Ouest. » En 1814, Catino Laroche ne reconnaît Christophe et Pétion que comme des successeurs au gouverneur Toussaint Louverture et non pas comme des chefs d'État qui succèdent à l'empereur Jean-Jacques Dessalines. En maintenant sa vision colonialiste révolutionnaire dans les années 1810, Catino Laroche, tiraillé entre les positions indépendantistes de Christophe et Pétion d'une part et celles du lobby colonial en France, commence à basculer vers l'acceptation de l'indépendance. En 1816, Catino Laroche envoie ainsi des lettres à Christophe et à Pétion pour proposer un accord qui permettrait de maintenir le pouvoir et l'abolition de l'esclavage. Il proclame à nouveau sa vive opposition aux anciens colons et consigne même aux deux chefs haïtiens la bonne entente mutuelle pour que les colons ne puissent exploiter les divisions entre eux. Pour contrecarrer les ambitions des anciens colons, Catino Laroche annonce dans sa lettre à Christophe son soutien pour, je cite, « l'indépendance de Saint-Domingue ». Une expression qui déjà sonne comme une oxymore. Cette expression est rendue encore plus ambiguë par le fait qu'il utilise une expression différente dans sa lettre à Pétion. Là, il écrit, je cite, « L'occasion cependant est favorable pour faire garantir votre indépendance commune par le gouvernement du roi. » En même temps, il affirme aussi à Pétion que, je cite, « L'essentiel est que vous restiez les maîtres chez vous. » Il n'est pas tout à fait clair, et peut-être à dessein, si Catino Laroche évoque ici une indépendance qui serait synonyme de pleine souveraineté ou une version de l'autonomie coloniale, où Haïti demeurerait cependant au sein de l'empire colonial français. La rhétorique ambiguë de Catino Laroche suscite la colère et l'indignation à la cour d'Henri Christophe. Le baron de Vasté, l'un des écrivains les plus renommés de sa cour, publie alors les lettres de Catino Laroche et y ajoute ses propres analyses. Il dénonce Catino Laroche comme un ex-colon, encore plus fourbe que les premiers agents envoyés par le ministre de la Marine en Haïti en 1814. Par exemple, en réponse à la déclaration de Catino Laroche soutenant l'indépendance de Saint-Domingue, le baron de Vasté s'exprime ainsi. « Pourquoi donc toujours Saint-Domingue?
Pourquoi donc pas l'indépendance d'Haïti? Lorsque ce perfide ne veut pas même prononcer le mot d'Haïti, son intention et celle de ceux qui l'envoient peuvent-elles être de reconnaître notre indépendance? Il nous parle de ces vieux colons qui sollicitent toujours à la guerre contre Saint-Domingue, comme si lui-même n'était pas un de ces vieux colons. En essayant de se distinguer des autres colons, tout en s'efforçant de représenter encore les entrées de la France, Catherine-Laroche est condamnée comme un agent de plus de Louis XVIII. Si ces propos sont rejetés tout de suite par le royaume d'Haïti, Catherine-Laroche revendique un certain succès 3 ans plus tard avec la République, ce qui continue néanmoins à appeler, je cite, le gouvernement de l'Ouest et du Sud de Saint-Domingue. En août 1819, dans une lettre au secrétaire du ministre des Affaires étrangères, Catherine-Laroche propose ainsi que la France négocie avec la République d'Haïti un accord dans lequel la France reconnaîtrait officiellement l'indépendance en échange d'un accommodement économique favorable au commerce français. Il annonce qu'il a même conseillé à Pétion de négocier de préférence avec le département des Affaires étrangères, parce que, je cite, « une négociation avec le département de la Marine, de la part de la France, annonçait l'intention de traiter Saint-Domingue comme une colonie, tandis qu'on voulait avant tout être traité comme une nation. » En même temps, Catherine-Laroche avoue au bout du compte qu'il n'avait aucun contact ni avec Pétion ni avec son successeur Jean-Pierre Boyer depuis 1817. Malgré ce revers dans ses efforts diplomatiques personnels, Catherine-Laroche continue à favoriser l'indépendance par la voie d'une négociation qui aboutirait à un accord commercial avec la République d'Haïti. Cette lettre qu'envoie Catherine-Laroche au département des Affaires étrangères en 1819 sert d'introduction à son dernier mémoire sur Haïti, aussi écrite en 1819. Il propose cette fois-ci que la France reconnaisse pleinement l'indépendance. Il dénonce une dernière fois l'aristocratie de la peau, une phrase qu'il répète à plusieurs reprises dans son mémoire. De plus, il ridicule le propos des anciens colons qui cherchent à faire la guerre pour recoloniser Haïti, écrivant ainsi. Ces grands hommes d'État devraient bien, avant de donner de pareils conseils, remarquer que la conséquence obligée de leur doctrine, si elle était appliquée à la France, serait de faire tuer aussi les propriétaires des biens nationaux, car la position de ceux-ci est exactement la même que celle des Noirs devenus propriétaires des biens des colons. En faisant une parallèle directe entre les propriétés vendues comme biens nationaux pendant la Révolution française et les plantations saisies pendant la Révolution haïtienne, Catherine-Laroche souligne que le discours belliqueux des anciens colons n'est que le fantôme d'un système colonial qui ne pourrait jamais être restauré. Discours rendu encore plus absurde par le fait que Haïti était déjà, de fait, indépendant depuis 15 ans. Il annonce que la France ne pourrait jamais reprendre possession d'Haïti, parce que cela ne culminerait que dans une guerre d'extermination qui ruinerait à la fois Haïti et l'économie française. Il dit, je cite, « Les habitants d'Haïti n'ont point oublié qu'après leur avoir donné la liberté en 1793, la France leur envoya en 1801 60 000 hommes pour les faire esclaves. Ils préfèrent une guerre ouverte à des perfidies, et ils ne consentiront jamais à se placer dans une situation qui donnerait à leurs ennemis les moyens de conspirer contre leur liberté. » En suivant la devise de Michel Rothriot, Catherine-Laroche, à sa manière, cherche à rendre la révolution haïtienne et son aboutissement en pleine indépendance pensable. Dans son mémoire de 1819, Catherine-Laroche propose de reconnaître l'indépendance haïtienne tout en soumettant sa souveraineté à des relations commerciales exclusives avec la France. Il écrit « La France trouverait dans un traité avec Saint-Domingue l'avantage de compléter son approvisionnement et de le payer avec ses marchandises, par conséquent de procurer des débouchés à ses manufactures. Le gouvernement de Saint-Domingue en retirerait l'avantage de ne plus être inquiété par la France, de l'intéresser à la conservation de leur existence politique. Les cultivateurs de cette île, en trouvant la sécurité, auraient aussi l'avantage d'obtenir en entier la part qui lui est due dans les récoltes et de vendre leurs denrées plus chères
qui nous les vendent actuellement par la voie du commerce libre. Selon Catino-Laroche, la France peut continuer à tirer les mêmes bénéfices économiques d'Haïti indépendant que de Saint-Domingue autrefois, sans avoir besoin de maintenir une administration coloniale coûteuse. Il théorise que l'intérêt économique mutuel permettrait à Haïti de prendre la place que Saint-Domingue occupait au sein de l'Empire colonial français, mais cette fois comme pays libre où les cultivateurs auraient les moyens pour acheter les manufactures françaises en échange des produits bruts. Une situation où, pour reprendre les mots de Catino-Laroche en bref, je cite, « La France aurait les profits de Saint-Domingue sans en avoir les charges ». Par ailleurs, malgré sa position favorable à un commerce mutuellement bénéfique, Catino-Laroche ne manque pas d'indiquer, en même temps, que l'accès privilégié au marché haïtien donnerait à la France l'influence nécessaire pour, je cite, « obtenir plus ». On pourrait même indiquer à ce gouvernement les moyens de se procurer les fonds nécessaires pour une plus forte indemnité. La trajectoire intellectuelle de Pierre Catino-Laroche montre bien l'importance des héritages impériaux de la Révolution française. Abolitionniste convaincu qui s'est rallié au commissaire civil au moment des premières abolitions de l'esclavage, Catino-Laroche se trouve confronté à de nouveaux défis pendant la Restauration. Fortement hostile encore aux colons blancs qui cherchent à reconquérir Haïti, Catino-Laroche devient un adhérent précoce de la reconnaissance française de l'indépendance haïtienne. En 1825, l'année de l'imposition de l'indemnité sur Haïti, Catino-Laroche est reconnu chevalier de la Légion d'honneur. L'année suivante, il est nommé chef des divisions au Bureau du commerce et des colonies. En réconciliant les besoins économiques de la France avec l'indépendance haïtienne, l'indemnité de 1825 représente une victoire pour Catino-Laroche et ses efforts pour bloquer toute tentative de restaurer l'esclavage en Haïti. Son soutien en même temps, pour l'indemnité, en même temps que l'indépendance pour Haïti, évoque néanmoins l'héritage à la fois émancipatoire et autoritaire de la Révolution française pour les questions coloniales. Pour Catino-Laroche, il était donc possible de passer de l'idée de faire payer la liberté en 1794 à celle de faire payer l'indépendance en 1825. Merci. Alors, merci beaucoup à nos deux intervenants qui ont parfaitement respecté leur temps de parole en plus, ce qui est tout à fait agréable quand on préside et qu'on doit intervenir dans ce sens-là. Alors, vous avez présenté deux exposés en fait très, très complémentaires et qui montrent en fait l'ampleur de ces réseaux abolitionnistes et le fait qu'on les connaît pas si bien que ça. Alors, bon, je dois dire que d'un point de vue de 20e et de spécialistes de la colonisation, il y a une chose qui résonne beaucoup pour moi, c'est l'idée que les dettes souveraines, en fait, on travaille à nouveau dessus. Alors, il y a eu un livre qui a été publié en 2021 sur l'histoire de la diplomatie des dettes souveraines et qui fait un lien très fort. Et c'est vrai que ça pose une vraie question de comment ça se renverse, c'est-à-dire comment, à la fin du 19e siècle, on arrive à la situation inverse où, en fait, on fait de la dette pour prendre la souveraineté, alors que là, la reconnaissance de la dette vaut reconnaissance de la souveraineté. Alors, j'ai envie de vous poser des questions qui sont un peu des questions communes sur ce qu'on sait des circulations, parce qu'on voit bien à travers la trajectoire de Catino ou à travers ce que Bernard Guénaud a présenté des différentes personnalités qui interviennent, qu'il y a des histoires de circulation. J'ai été très intéressée par ce que vous avez dit, Bernard Guénaud, sur le fait que quand on fait un portrait très positif de Haïti, c'est dans les années 1810, j'ai pas noté la date exacte, on se sert en fait d'un témoignage oculaire anglais, si j'ai bien compris. C'est un abolitionniste anglais qui, on prend son témoignage là, donc ça pose la question de qui circule et ça pose la question aussi de tous ces liens commerciaux qui débordent en fait la cause abolitionniste et qui sont un soubassement qui reste beaucoup, me semble-t-il, à explorer. Et je pense que c'est sur ce point que vos deux interventions convergent, parce que, sachant en plus quel est votre sujet de thèse, Patrick Travance, on se demande en fait dans quel réseau il peut y avoir autour de Catino. Alors sur Catino, j'avais une petite question.
qui est lié à mon tropisme africain. Est-ce que, une fois devenu chef de division du bureau du commerce et des colonies, il s'intéresse au Sénégal, et qu'est-ce qu'il dit de ce qui est en train de se remettre en place au Sénégal, où la situation là aussi est un peu à front renversé par rapport à ce qu'il a défendu? Alors, on prend tout de suite d'autres questions. On leur donne alors, je vous donne la parole et ensuite je vais donner la parole à la salle. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions. En fait, ce qui est intéressant de Catherine Laroche, parce que je n'ai pas donné le titre complet de son dernier mémoire. Le titre, vous voyez ici, ça dit « Exposer les véritables intérêts de la France relativement à Saint-Domingue ». Mais il y a une deuxième partie où, j'oublie exactement ce que ça veut dire, mais c'est avec un clin d'œil sur les commerces d'Amérique et d'Asie. Et en fait, en 1828, à l'initiative de Catherine Laroche, il y a des efforts de découvrir les possibilités d'établir des comptoirs en Océanie. En fait, Catherine Laroche envoie, je crois, son neveu pour voir les îles d'Hawaï et aussi la côte de Californie pour les opportunités d'établir des colonies à l'océan Pacifique. Et en fait, ce neveu de Catherine Laroche conclut qu'on peut établir des plantations de coton en Hawaï. Et donc, ce qui est intéressant de Catherine Laroche, il ne pense forcément pas aux opportunités d'établir des colonies post-esclavagistes en Afrique ou au Sénégal, mais il commence à se tourner vers l'Océanie vers la fin de sa vie, parce qu'il meurt en 1830. Oui, c'est bien. Oui. Alors, merci. Pour les réseaux, évidemment, c'est quelque chose de fondamental que j'essaye de reconstituer un peu. Alors, pour ce que j'ai vu, il y a des correspondances directes. Dans la correspondance de l'abbé Grégoire aussi, Grégoire a des correspondants sur place. Et la plupart de ces correspondants sont des négociants, c'est-à-dire que la part du commerce est importante, y compris dans ce que vous indiquez sur les comptoirs, puisque finalement c'est tout à fait logique. Hein, c'est ce qu'on appelle la nouvelle colonisation, qui doit être établie à partir de comptoirs avec le commerce libre pour des populations qui ne seraient pas esclaves. Alors on les a surtout étudiés pour l'Afrique, la Sierra Leone en particulier, et là, effectivement, il y en a en Amérique du Sud, donc en Californie aussi, dans le Pacifique. Enfin, c'est un projet qui n'est pas du tout réductible. On avait fait une journée d'études aussi avec Marcel Dorini sur cette colonisation nouvelle. C'est pas du tout réductible à ce qu'on appellera le second empire colonial. C'est pas du tout une conquête militaire. Il y a une rupture après qui se fait, et il n'y a pas de continuité d'un empire colonial à l'autre. Alors, je cherchais aussi, comment établir ces réseaux, et je termine après, à travers effectivement les revues, les productions de l'époque. Alors, j'ai regardé la revue encyclopédique de Marc-Antoine Julien et la Minerve française aussi de Benjamin Constant, qui étaient deux libéraux et abolitionnistes, donc qui vont ouvrir sur le courant abolitionniste sur la Restauration, qui est quand même extrêmement divers, parce qu'il y a la position de Catino, effectivement, c'est tout à fait intéressant d'ailleurs, mais il y a d'autres positions, et des gens qui viennent d'ailleurs, voire même du conservatisme, comme De Prat. Alors, pour terminer, oui, on reprend aussi beaucoup les négociants anglais. Alors, pourquoi les négociants anglais? Parce que la plupart du temps, ce sont eux qui ont la possibilité de s'installer en Haïti, les anglo-saxons, anglais, américains. Donc tout ce qu'ils font, outre le fait que, comme je le disais, le courant abolitionniste sur la Restauration est très anglophile, la proximité des négociants anglais avec les dirigeants haïtiens font qu'on reprend la plupart du temps leurs témoignages. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on va passer la parole à la salle. Comment on fait circuler un micro? Il y a un micro qui reste avec vous. Et l'autre. Voilà, s'il n'y a personne qui peut... Alors moi, j'ai une question à poser. Je n'ai pas compris Alors, payer pour l'indépendance en 1825, ça j'ai compris. Mais pourquoi vous dites payer pour la liberté en 1794 ? Et la deuxième question que j'ai à poser, donc Bernard, si je t'ai bien suivi,
c'est l'histoire des 150 millions, elle commence dès 1817. Exactement. Ah oui, dès 1817, il y a ce chiffre qui sort, quoi. Il y a deux... Bon, je réponds très vite. Hein. Il y a deux textes. Il y a l'histoire d'Haïti, 1817, qui est repris dans la lettre au roi, qui est 1821. Mais en regardant les deux, on s'aperçoit que le passage que j'ai cité, il était déjà dans le livre de 1817. Donc il était déjà question des 150 millions de francs or à payer. Donc, vraisemblablement, ça vient d'Ossur-la-Vesse, l'expédition de 1814. Mais à vérifier. D'accord. C'est dans le livre de Malo Dans Malo, oui. Il parle absolument. des 150 millions, déjà. Voilà. D'accord. Ok, et donc oui, c'est payé, voilà, j'ai pas compris payer pour la liberté. J'ai compris le deuxième. Merci pour votre question. En fait, l'idée de payer pour la liberté, je m'inspire de deux aspects. Il y a une partie que j'ai raccourci une phrase pour garder le temps, mais je m'inspire en partie de... Attends... En fait, je m'inspire en partie de l'analyse de Laurent Dubois sur le Victor Hugo comme gouverneur de la Guadeloupe, où il note qu'à plusieurs reprises, Victor Hugo utilise cette expression de paye le prix de la liberté pour décrire le contrat social entre les autorités républicaines et les nouveaux citoyens qui devraient travailler soit comme soldats ou soit comme cultivateurs libres sur les plantations. Et en fait, Catherine Laroche, il y a une partie de cet extrait ici où, dans les phrases juste antérieures à cet extrait, Catino déjà dit que les anciens esclaves et nouveaux citoyens peuvent travailler pour la République comme soldats ou comme cultivateurs. Et donc, je crois qu'il y a déjà cette idée de payer la liberté comme ce contrat social pour les nouveaux citoyens. Mais lui, il est pour l'indemnité, ou j'ai mal compris? Oui, il est pour l'indemnité aussi. D'accord. C'est un peu contradictoire par rapport à... Non, en fait, à mon sens, j'ai l'impression qu'il a trouvé une manière de transférer une certaine logique pragmatique de OK, l'esclavage n'est plus viable, mais il est possible d'implémenter l'abolition d'une manière où on peut continuer de maintenir des plantations rentables. Et d'une manière similaire, il n'est plus possible de recoloniser Saint-Domingue, mais il est possible de reconnaître l'indépendance d'une manière où on peut continuer à tirer des bénéfices économiques. D'accord, très bien. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Oui, alors, levez bien la main. OK. Alors, je vais commencer. Oui, merci pour vos deux interventions, effectivement très complémentaires. Moi, j'avais une petite question à propos peut-être de l'Angleterre, en fait. Parce qu'on oublie parfois qu'en Angleterre, on s'est beaucoup aussi intéressé à Saint-Domingue, à Haïti. Et je voulais savoir si dans vos sources, Catino fait référence justement aux positions anglaises en la matière, parce qu'on sait que Charles Malo, par exemple, sur lequel tu as travaillé, Bernard, Charles Malo, en fait, est très largement inspiré de James Barsket, qui en 1818 écrit un livre dans lequel il défend l'indépendance d'Haïti et dans lequel, évidemment, il exclut toute indemnité ou tout retour en arrière. Donc, je voudrais savoir finalement si, dans cette optique-là, le mouvement libéral anglais n'a pas influencé non plus le mouvement abolitionniste, un peu comme finalement avant la Révolution avec la Société des Amis des Noirs. En fait, c'est vrai que pour Catino, pour lui, le Royaume-Uni représente une sorte de modèle. Dans son dernier mémoire, où il parle de la besoin de reconnaître l'indépendance haïtienne en négociant des accords commerciaux, son contexte pour parler de ce besoin, c'est précisément que le Royaume-Uni montre comment on peut maintenir un empire colonial ou des réseaux commerciaux favorables sans le besoin de maintenir une administration coloniale sur place.
Et donc pour lui, c'est reconnaître l'indépendance haïtienne, c'est aussi fait partie de ce projet de comment est-ce que la France peut rattraper l'Angleterre dans la concurrence sur le marché libre. Et je pense que pour lui, le modèle de négociation anglais, c'est très important pour lui pour comment la France peut reprendre sa place au marché haïtien. Oui, alors il y a deux éléments pour te donner une réponse. Le premier, comme je le disais, c'est la société de la morale chrétienne en particulier, à dominante largement protestante et anglophile. En fait, quand la société va fonder son comité contre la traite et l'esclavage, ce sont des Anglais, des abolitionnistes anglais qui viennent pour la rédaction des statuts, et en particulier Macaulay. Donc on a une sorte de tutelle, ce qui va lui poser des problèmes d'ailleurs, parce qu'à l'époque, les relations ne sont pas toujours faciles entre Anglais et Français, mais l'orientation est résolument anglophile pour la société de la morale chrétienne. Par ailleurs, et là ça pose un problème aussi, le royaume du Nord de Christophe est totalement tourné vers l'Angleterre. Et Christophe lui-même, alors je parlais de Clarkson, il y en a d'autres, qui vont être les conseillers du roi Christophe. Alors, ça, c'est par exemple quelque chose qui ne passe pas du tout chez l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire va faire des observations sur le royaume du Nord d'Haïti dans lequel il parle d'une tyrannie. La prégnance du modèle républicain pour Grégoire, c'est extrêmement important. Et pour une partie également du mouvement abolitionniste. Ce qui fait que j'ai critiqué l'orientation de Jennings, parce qu'il considère que pendant la Restauration, toute la nébuleuse abolitionniste tourne autour de la société de la morale chrétienne. Or, pas du tout. Et cette question, royaume ou république, est absolument fondamentale pour déterminer les clivages. Donc, je suis d'accord avec toi, l'Angleterre, enfin, il faut concevoir cette partie-là dans une sorte de transversalité France-Angleterre. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour vos deux présentations particulièrement intéressantes. J'aimerais revenir sur la question des 150 millions parce que dans mes recherches, j'avais trouvé que durant les négociations, la somme de 80 millions va être évoquée par Pétion au départ et que cette somme va finalement augmenter au fil des années, va augmenter particulièrement en 1821 lorsque la commission en France chargée de la question haïtienne et Esmangar vont parler du trésor de Christophe, qu'ils veulent absolument avoir le trésor de 250 millions. Et maintenant, l'indemnité à la prochaine mission va augmenter à 100 millions. Et les Haïtiens sont étonnés en 1825 de voir une ordonnance avec écrit 150 millions. Et c'est pour ça que je me demande, est-ce que vraiment le texte de Gastine peut montrer que les 150 millions avaient été prévus dès 1814, alors qu'on voit quand même une avancée assez compréhensible jusqu'en 1824. Voilà. Merci. C'est une interrogation tout à fait légitime, vous avez raison, mais votre perplexité est la mienne. Donc je n'ai pas creusé plus avant l'affaire, ça me pose un problème. Le texte de Civique de Gastine est daté dans le texte du 30 mars 1821 et il précise en 6e de la charte, parce qu'il se réfère à la charte constitutionnelle. Donc, qu'est-ce qu'il y a en 1821 comme négociation? C'est celle d'Esmangar et celle de Daucion-Lavès. Et Daucion-Lavès évoque 80 millions
Donc, j'en reste là. Il est possible que le texte ait été réaménagé après, mais ça serait surprenant parce que ça ne va pas avec le reste. Donc ça suppose qu'il y a eu peut-être d'autres possibilités évoquées. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Quand on ne sait pas, faut voilà, pas en dire plus. Ça m'a posé un gros problème. Oui, merci pour vos deux interventions. Moi, je m'interrogeais plus sur les termes utilisés. Vous nous avez présenté un texte de Catino de 1819 où il utilise dans tout le texte le terme de Saint-Domingue. Et j'aimerais savoir, parmi les partisans, les abolitionnistes ou les partisans de l'indemnité, quel est le terme qui est le plus souvent utilisé? Est-ce que c'est Saint-Domingue ou Haïti? Et est-ce que Catino utilise Saint-Domingue parce qu'il est un représentant en quelque sorte de l'administration? Merci pour votre question. En fait, ce qui pour moi est intéressant, c'est même parce que c'est avec ses lettres à Christophe et à Pétion en 1816 qu'il commence à parler de l'indépendance, mais il continue toujours à utiliser le nom de Saint-Domingue au point qu'il ne parle pas du royaume ou de la République, c'est toujours les gouvernements du Nord ou le gouvernement de l'Ouest et du Sud. Mais en fait, ce qui est frappant de son mémoire en 1819, en fait, le titre, il utilise Saint-Domingue. Et Saint-Domingue, c'est majoritairement ce qu'il dit au cours de ses mémoires, son mémoire. Et c'est une longue mémoire, c'est à peu près 140 pages. Mais il y a des exemples où il utilise Haïti au lieu de Saint-Domingue. Et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il utilise parfois Haïti. Peut-être c'est pour souligner, par exemple, dans cet exemple ici, que c'est maintenant, il n'y a plus de Saint-Domingue, c'est un pays indépendant. Et donc, je pense que, en fait, ça, c'est quelque chose que j'essaie encore de mieux comprendre. C'est pourquoi est-ce qu'il n'utilise que Saint-Domingue et qu'il commence à dire Saint-Domingue et Haïti aux deux côtés, ou en même temps. Oui, bonjour. Merci vraiment pour ces deux topos. Moi, je suis frappé par les phrases que vous avez utilisées, que je trouve très fortes. Payer pour la liberté et payer pour l'indépendance. Ça me rappelle pas, disons que j'avais compris qu'on payait lorsqu'on avait perdu. C'est-à-dire lorsque, par exemple, dans la Rome, lorsque les Gaulois, enfin bref, vous vous rappelez cet épisode mieux que moi, vae victis, c'est-à-dire malheureux vaincu. En général, ce sont les vaincus qui perdent, qui payent. Or là, il y a une contradiction quand même. En tout cas, il y a une contradiction que j'aimerais que vous commenciez cette contradiction. Comment des vainqueurs peuvent payer? Et c'est une bonne question, mais ce que j'ai répondu plutôt à Frédéric Réjean, c'est j'ai choisi ce formule parce que pour moi, il y avait une certaine parallèle entre Catherine Larache pensait à encadrer l'abolition et encadrer l'indépendance, cette idée qu'il y a toujours des manières qu'on peut réconcilier ces idées émancipatoires avec les intérêts impériaux. Je crois que pour moi, c'était dans ce contexte que j'ai trouvé cette phrase utile, et aussi parce que il utilise lui-même cette idée de payer la liberté en 1794. Et donc pour lui, cette idée de payer la liberté en 1994 et l'indépendance en 1825, ce sont aussi assez directement des expressions qu'il dit à ces époques. Alors, peut-être pour répondre à la question de Serge Romana, qui est une question fondamentale. Donc, hier soir, nous avons eu un débat sur la dette de l'indépendance, sur le documentaire La dette de l'indépendance. Et Jean-Marie Théodat a dit quelque chose qui, à mon avis, est assez juste. Aujourd'hui, vous avez un État comme Taïwan qui est reconnu par la communauté internationale, mais qui n'est pas reconnu par la Chine. Et on estimait que si la Chine proposait à Taïwan, bon allez, on reconnaît votre indépendance, vous nous payez 15 milliards, enfin,
je pense que Taïwan paierait tout de suite. Et la situation d'Haïti, c'est que non seulement ils ne sont pas reconnus par la France, mais ils sont reconnus par personne. Et donc, on existe en tant qu'État, et je pense que c'est une des raisons de ce marché de dupes, quoi. On existe en tant qu'État uniquement si on est reconnu internationalement. Regardez la Palestine aujourd'hui, enfin, ils cherchent à être reconnus. Et pour être reconnu en tant qu'État, les gens sont prêts à payer, même si militairement ils ont gagné. Donc je pense qu'il faut avoir cet exemple-là, en exemple, le fait de ne pas être reconnu par la communauté internationale, c'est comme si on n'existait pas, quoi. Donc voilà, peut-être. Tu as un micro là. Oui, pour ajouter, pour continuer l'exégèse de Jean-Marie Théodat, il attirait l'attention aussi sur le fait que quand il négocie ces deux États faibles, Haïti et la France. Alors Haïti parce qu'elle est dans une position que tu viens de décrire, la France parce qu'il y a eu Waterloo, il y a eu la défaite, il y a eu... Donc c'est aussi une situation qui n'est pas une situation de force. Donc quand on regarde vainqueur-vaincu, ça suppose que le vainqueur est la force. Là, en l'occurrence, il y a ce problème de la force qui fonde la puissance qui n'existe pas. Et c'est deux États faibles qui négocient. Donc il attirait l'attention là-dessus et je crois que c'est important. Oui, et le dernier élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que la reconnaissance... C'est que, bon, là, il y a la reconnaissance d'Haïti, mais il y a la reconnaissance aussi que les anciens propriétaires n'ont plus le droit à ces terres. Et par conséquent, que ceux qui les ont obtenus, notamment les élites mulâtres et les élites militaires noires, oui, donc ces élites, ça leur garantit la propriété de la terre. Et cette garantie de la propriété de la terre, on le voit sur la question des biens nationaux. Pourquoi aussi l'opinion publique, une partie de l'opinion publique, notamment la bourgeoisie, accepte de payer le milliard des émigrés? C'est la garantie de leur propriété. C'est-à-dire quelqu'un qui a un bien national, s'il veut le vendre, comme il y a toujours un doute sur est-ce que ça lui appartient, est-ce qu'il ne risque pas d'être restitué à l'ancien propriétaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Enfin, de toute façon, je vais passer le micro à Hénance Saint-Fleur qui a fait sa thèse là-dessus. Ça, c'est très important. C'est aussi le moyen de garantir les propriétés obtenues par les élites haïtiennes. Alors, justement, il m'avait demandé la parole, et après, ce sera Oliver Gliège. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie pour vos deux interventions que je trouve très intéressantes. Mais je reviens sur Catherine Laroche. Un personnage, si vous voulez, un comportement. Je trouve que Catherine Laroche, en tant qu'abolitionniste, il est très divers, il est très ambigu, il change souvent d'avis en ce qui concerne Haïti. Et tantôt il est pour la négociation, tantôt il est pour une administration locale, tantôt il est pour l'expédition. Alors moi, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'en 1817, il souhaite être à la tête d'une mission de conquête sur Haïti. Alors là, je ne comprends pas. Donc je pense qu'il faut revisiter encore l'attitude divergente, si vous voulez, de Catherine Laroche. Merci. Merci pour votre question. Et en fait, c'est frappant parce que si on peut voir que déjà en 1814, Catherine Laroche envoie aussi des adresses où les sujets sont en mémoire sur la pacification de Saint-Domingue. Et en fait, je ne savais pas de cette tentative, de sa proposition en 1817, mais ce que je sais de ses propos en 1814, parce que là aussi, il en fait pétition qu'il soit nommé à n'importe quelle expédition qui soit envoyée à l'outre-mer, mais il s'imagine que s'il fait partie de cette expédition, il serait dans une position peut-être de négocier la paix. Il s'imagine que ça serait l'opportunité pour lui de barrer les désirs belliqueux des anciens colons et plutôt essayer de restaurer Saint-Domingue tel qu'elle était sous Sontenac et Porterel. Au moins, j'ai l'impression que ça, c'était ses intentions quand il essaye de gagner une position en 1814. Je ne sais pas si c'est encore cette même motivation qu'il a en 1817.
Je n'ai pas accès à mes sources pour le moment, mais je crois me rappeler que, quant à la somme de l'origine de la somme de 150, avoir lu quelque part que la commission royale qui s'occupe de cette affaire écrit quelque part que cette somme correspond quasi exactement aux données fournies par l'ancien intendant Barbé-Marbois. Donc, on se réfère à des chiffres qui viennent déjà de l'ancien régime. Donc, il faudrait le vérifier. Si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser votre email et je vais regarder. Donc, si cela est vrai, on se réfère déjà à un des états statistiques fournis par l'ancien intendant. Oui, juste pour rappel, Barbé-Marbois est intendant en 1789 à Saint-Domingue. D'ailleurs, ça se finit mal, il est obligé de quitter l'île parce que les colons le chassent. Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc on va faire une pause. Ah, il y a une dernière intervention, ok. Alors, dernière, courte, et ensuite on fait la pause. Oui, une intervention courte qui est un peu une hypothèse, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de cette histoire précise, mais je me demande si l'expédition, la mission du baron Macquot, par exemple, qui prépare l'ordonnance de 1825, quelques années auparavant, n'est pas tant une menace d'une possible nouvelle invasion de Haïti par une expédition française, comme ça avait eu lieu sous Napoléon Bonaparte, mais plutôt c'est la question qui se pose. Les Français se rendent compte, me semble-t-il, qu'ils ne peuvent pas reprendre, être victorieux dans une nouvelle expédition contre Haïti, mais ils ont toujours la possibilité de bloquer le commerce extérieur d'Haïti. Et ce que recherchent les Haïtiens, voyez, dans cette acceptation, finalement, en 1825, du paiement de cette rançon, c'est pas tant avoir un ambassadeur à Paris, ils s'en fichent un peu, c'est pas ça l'essentiel, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un commerce extérieur. Et la France peut faire obstacle à un commerce extérieur, peut-être. Enfin, c'est une hypothèse que je vous soumets. Oui, l'expédition, on peut faire des hypothèses sur la réussite ou pas la réussite. C'est la politique de la canonnière, quand même, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est de l'intimidation. On montre ses muscles pour négocier. Alors, c'est quand même un coup de poker. Ça réussit ou ça réussit pas. Mais moi, je vois ça comme une manœuvre d'intimidation. Je sais pas. Bien, donc nous faisons une pause.